Merci de nous rejoindre. C'est l'instant débat sur Matin de décryptage. Aujourd'hui, nous parlons de la transhumance au Bénin, conflits et problèmes environnementaux. Il s'agit simplement de parler de la transhumance, les conflits, les violences liées à cette activité dans la sous-région et surtout les dégâts que cela pose sur l'environnement. En Afrique de l'Ouest, l'intégration régionale est en marche depuis 1975. Avec la création de la CEDEAO. Dans cet espace, il est prôné la libre circulation des personnes et des biens. Ce principe favorise le développement de la transhumance transfrontalière, mais au-delà d'une simple activité d'élevage. La transhumance pastorale est devenue une source de conflit ou un problème de sécurité dans la sous-région avec la montée en puissance de la violence. Au-delà de ces problèmes, elle est également un facteur de destruction de la biodiversité parce qu'il y a beaucoup de dégâts sur l'environnement lorsque les pasteurs, les troupeaux, les bovins passent sur une terre. Mesdames, Messieurs, nous allons donc parler de la transhumance, ces conflits, les conséquences surtout sur l'environnement dans cet instant décryptage sur Matin d'Eden avec Patrice Sabot. Il est environnementaliste, il est du réseau Dinoukou et il fait partie des porte-voix de l'environnement, ceux qui défendent l'environnement au Bénin et dans le monde. Monsieur Sabot, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On parle aujourd'hui de la transhumance qui, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui c'est une cause ou bien un facteur d'insécurité dans la sous-région, même si ce n'est pas trop cité parmi les principales causes d'insécurité officiellement reconnues dans la sous-région. Alors, il s'agit de quoi concrètement quand on parle de la transhumance transfrontalière? Ok. Donc, la transhumance, c'est le déplacement saisonnier des pasteurs avec leurs animaux d'une région à une autre, d'un pays à l'autre. Elle peut être interne ou internation à la recherche de nourriture et de points d'eau. C'est ça normalement. Et on peut dire qu'en Afrique, la transhumance peut incarner une de nos valeurs. C'est le brassage des peuples, le partage des ressources. Nous pouvons être d'accord sur ça lorsque l'originalité est respectée. C'est-à-dire que lorsque les communautés et les peuples autochtones, parce que la transhumance c'est une activité des peuples autochtones et des communautés locales à l'origine. Et nous savons qu'il y a des peuples qui ne vivent que de ça. C'est dans leur tradition. Si on doit respecter cette tradition, on comprend que les pasteurs dont il s'agit émanent de ces communautés, de ces peuples autochtones, et leur activité est ça. Elles n'ont que quelques bêtes. Ce n'est pas des milliers de bêtes, non. C'est comme des activités de la cueillette, où vous avez des pasteurs qui sont en compagnie de quelques dizaines, une vingtaine, une cinquantaine de bœufs ou bien de petits ruminants. Mais et ça là, on peut l'admettre, c'est une valeur culturelle partagée. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression que ces pasteurs sont utilisés comme des ouvriers au service de certains businessmen qui achètent des milliers d'animaux et leur payent quotidiennement des salaires et ils vont en transhumance pour eux. Qu'est-ce qui vous fait dire, vous de quelle enquête est-ce que ce n'est pas juste une affirmation? Donc nous sommes tous ici et nous savons que lorsque les dégâts se causent, on voit que rapidement les informations remontent en haut et que c'est les gens d'en haut qui décident du règlement du conflit. Et ces pasteurs ne perdent généralement pas. Ils ont toujours souvent raison. Et c'est pour cela que nous sommes inquiétés. Et ce problème ne peut jamais être résolu. Vous savez que lorsque nous avons des problèmes au niveau des communautés, on n'a pas besoin d'aller en justice. On n'a pas besoin de faire intervenir. Non, entre communautés, ils ont des règles entre eux et ils arrivent à régler ce conflit. Pourquoi? C'est la CEDEAO qui arrive maintenant. Vous avez parlé de la circulation des biens et des personnes et des biens. C'est faux. Ça, c'est totalement faux. La transhumance ne peut pas faire partie. Dans la sous-région. La transhumance ne peut pas faire partie de ce truc, je ne sais pas s'il appelle ça truc, de ce machin de la CEDEAO. Non. Mais ce n'est pas un machin. Voilà, regardez, la CEDEAO. C'est une organisation sous-régionale très crédible. Le blanc vieille de plusieurs. Le blanc est venu
tracé des frontières pour nous. Alors qu'avant, on était ensemble. Le blanc est venu tracer des frontières pour dire non, chaque État est autonome. Et pour passer d'un État à l'autre, on a des frontières. Vous avez des douanes et des formalités à remplir. C'est juste pour alléger ces formalités parce que nous sommes rendus compte après tout que nous sommes les mêmes. Il faut alléger les formalités des barrières des douanes. C'est seulement pour ça. On n'a pas dit parce que notre constitution reconnaît en son article 22 la propriété. C'est-à-dire que, et le code frontier du Bénin aussi reconnaît que chacun est propriétaire sur ses terres. On ne peut pas, sans avertir un propriétaire, faire passer des milliers d'animaux sur son territoire et dire qu'on fait de la CEDEAO. C'est faux. Ça, ce n'est pas possible. Ces règles de propriété sont toujours en vigueur. Circulation des personnes et des biens, c'est que vous passez par les frontières normales. Vous passez par les frontières normales. Vous ne pouvez pas remplir les formalités. On peut vous alléger les formalités, mais vous passez par les frontières normales. Mais ici, il s'agit des itinéraires. Ça, on peut dire c'est fraude. C'est des itinéraires qui ne sont... Parce que lorsque vous passez par des frontières, c'est des voies tracées par l'État. Ici, on passe sur des domaines de propriété privée. On passe sur des domaines de propriétaires privés. On passe sur les domaines. On saccage tout sur son passage et on n'a pas de compte à rendre. Vous voyez, ça, ce n'est pas normal. Je pense que la CEDEAO même, dans cette disposition, ne parle pas de ça. Mais tout à l'heure, vous étiez en train de soupçonner une certaine complicité entre ces pasteurs ou éleveurs et peut-être des autorités. Y a-t-il réellement des cas concrets? Non, je n'ai pas parlé des autorités nécessairement. J'ai parlé des gens qui considèrent que les lois au Bénin ne peuvent pas s'appliquer à eux. Ils utilisent ces pasteurs-là comme des ouvriers. Ils sont des salariés pour eux. Et c'est eux qui vont paître les animaux là, partout. Et ils savent que lorsque les conflits vont arriver, on dit oui, mais à quoi il y a la loi? Ça veut dire que l'argent peut régler. Ils sont des hommes superbement riches, peut-être qu'ils sont des ministres, peut-être qu'ils sont des maires, peut-être qu'ils sont des préfets, peut-être qu'il y a plusieurs autorités qui font ce business. C'est comme les camions que nous avons dans les grandes villes de nos grandes villes. Vous voyez des chauffeurs dedans. Mais derrière, c'est des ministres, c'est des préfets, c'est des maires qui sont derrière ça et qui font tout ça là. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Ils ont transformé l'originalité, la fonction première de la transhumance, ils ont fait perdre l'originalité de l'activité qui appartenait au peuple autochtone, aux communautés locales. Actuellement, on sait qu'on n'a rien à investir dans ce type d'élevage. Vous voyez, non? On achète l'animal, on n'a pas acheté la nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. On fait un élevage de parcours, l'animal peut faire 3 fois le nombre d'années qu'il doit faire pour donner 1 litre de lait et 1 litre de lait, peut faire 3-4 fois le nombre d'années, le nombre de temps qu'il doit faire pour donner 1 kilo de viande. Ce n'est pas leur problème. Il suffit parce qu'on n'investit rien dedans. C'est comme les poulets locaux que vous avez à la maison. Le poussin, la poule finit de livrer ses poussins de la nature et c'est-à-dire que c'est lorsqu'on a le temps qu'on lui donne quelques grains et à la fin, on l'attrape pour les amener au marché pour vendre. On n'investit rien. Est-ce que c'est pour cela aussi que les compagnies d'assurance refusent d'assurer de tels produits? Parce que ces produits n'ont aucune garantie pour être assurés. C'est des activités à haut risque. C'est ça. Et c'est à risque pour nous, les populations, c'est à risque pour l'économie, c'est à risque pour tout le monde. L'insécurité est passée par là, vous voyez. Donc, c'est à risque pour la biodiversité. Comment on peut ouvrir notre petit pays de 112 600 km² à 14 pays de la CEDEAO pour dire on peut venir ici brouter, dévaster, piétiner le point d'eau, faire tout ce que nous voulons et en retour, on va là-bas. Sans évaluer auparavant, est-ce que la biodiversité que nous avons peut supporter cette capacité de charge de 14 pays. Ce n'est pas raisonnable. Et tel que je l'ai dit, c'est-à-dire que ce n'est pas ces lois qui vont faire de nous un pays développé. C'est les cadres qui réfléchissent pour sortir cette disposition-là, qui ruinent le développement de l'Afrique. Je pense que c'est comme ça. Mais quand même, il y a des dispositions qui réglementent
La transhumance au Bénin. Oui. Alors pourquoi ces dispositions Il y avait une loi depuis longtemps. La loi, je pense que la loi est en train d'être abrogée. Et depuis le 3 juillet 2018, il y a un code régi par la loi 2018-20 qui parle du pastoralisme au Bénin. Il paraît que cette loi est votée depuis le 3 juillet 2018, mais n'est pas promulguée encore, parce qu'on veut voir la constitutionnalité de cette loi d'abord, avant de le faire. Mais cette loi est sortie grâce au plaidoyer des organisations paysannes, surtout de l'ALOPER. L'ALOPER qui s'occupe de l'association des éleveurs au Bénin. Même si on avait cette loi-là, ce n'est pas que l'autre loi est mauvaise, je ne pense pas. C'est que personne n'applique les lois au Bénin. Ils prennent les lois, mais ils pensent que les lois s'appliquent aux autres. Ce n'est pas à eux. Je pense que si même on gardait l'autre loi-là, on pouvait bien faire des choses dans les normes. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'on concède aux pasteurs leur propriété sur leurs animaux, le droit de leur propriété sur leurs animaux? C'est-à-dire que moi, je ne peux pas être d'accord qu'on tue un seul animal de ces pasteurs-là. Mais je ne peux pas non plus admettre que ces pasteurs aillent dévaster les champs des paysans. Les paysans ont soit loué l'espace sur lequel ils font leur activité, ou bien ils les ont achetés. Ils ont acheté les semences, ils ont payé la main-d'œuvre, ils ont fait tout. Et à la fin, ils vont voir si leur compte d'exploitation leur permet de tirer des intérêts. Un jour, ils viennent et tout est dévasté. Sans aucune compensation. On peut tuer le paysan. On peut tuer le paysan. Charcuter. Je vais vous envoyer des images. Vous allez voir, c'est à Zobodomé. Vous voyez, c'est des images qui ne peuvent pas être montrées. Ce n'est pas normal. La sensibilité. Vous voyez, on ne peut pas montrer. À Zobodomé, à Kokissa. Vous avez vu, ils sont allés détruire tous les champs de manioc et ils ont charcuté le paysan. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit à Yann-Ouizoumé. Vous avez vu la vidéo aussi. Cette année. Oui, plusieurs années. Il y a des conflits dans certaines régions, dans la vallée, dans Zobodomène, dans Bomé, dans le nord également. Et ils disent que, oui, chaque année, on prend des dispositions pour que, bon... Mais au niveau quand même de chaque commune, il y a quand même des dispositions qui sont prises pour ne serait-ce que contrôler un peu. Moi, je me suis rapproché un peu des agents des escadreurs, notamment les agents de Calavi, qui m'ont dit, oui, il y a deux types de transhumance. Il y a la transhumance transfrontalière, comme vous avez dit, et on demande aux gens de ne pas descendre au-delà de Dassa. Ils ont dit ça. Mais, et qu'il y a un autre type qui est autochtone, ici. Donc, ça veut dire qu'on peut voir ça dans les communes. Et ces communes, pour ceux-là, on leur donne des badges qui portent leur nom. Ils ont même un comité au niveau communal. Et s'il y a des choses comme ça, on sanctionne. Mais ce qui s'est passé à Yann-Ouizoumé, ce qui s'est passé à Kokissa, c'est dans des communes. Yann-Ouizoumé, là, c'est dans la vallée. Et ici, à Kokissa, c'est à Zobodomé. Ces gens-là n'existent pas. Est-ce que les agents de cadet ne sont pas là-bas? Le collègue qui nous a envoyé ces images a dit, c'est dans son champ. Et il dit, dès qu'il les a vus, il a couru pour aller à la police. Et la police lui a dit, amène-les-moi. Comment lui qui est au menu. C'est la force publique quand même. C'est la force publique. La force publique renonce ou recule devant. Je vous assure, ils ont dit, amenez-les-moi. Ils ne peuvent pas le faire. À Yann-Ouizoumé, par contre, ils étaient présents. Alors, les policiers étaient présents. Le directeur de la police républicaine est à l'écoute certainement de cette émission. C'est clair. À Yann-Ouizoumé, ils ont envoyé les policiers. Mais les policiers étaient impuissants. Ils regardaient la dévastation de cette forêt qui est dans la Constitution. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Parce que les gens sont très armés. Ils sont puissamment armés. Des fois, même, ils ne sont pas un. Ils sont plusieurs. C'est dangereux. C'est-à-dire, si nous prenons à construire, à bâtir une nation paisible, nous devons adopter des attitudes qui reflètent la paix. Sinon, il y a d'autres cas de violence aussi. On parle même de viol. J'ai dit. Il y a beaucoup de témoignages qu'on ne va pas citer ici. On tue le paysan d'abord. L'agriculteur, là, on le tue si on le peut. Ensuite, on viole ses femmes, on viole ses enfants. C'est ce qui se passe. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait ça ici. Donc, nous, notre cri ici, c'est de voir. Si on veut développer un pays, on ne peut pas permettre aux communautés de s'entretuer entre elles. Non, ce n'est pas possible. Et nul n'a le monopole de la violence. Ce n'est pas possible. Et dès qu'on finit, pourquoi ce phénomène est perpétué chaque fois? C'est parce que les pasteurs, après avoir commis ces meurtres, ne sont pas sanctionnés à la mesure des dégâts qu'ils causent. Et c'est comme s'ils sont encouragés par quelqu'un, par des gens,
Et ça, il viole le droit de propriété, le droit de vie des autres. Et devant eux, là, il doit avoir... Si on continue comme ça, les conflits ne peuvent jamais cesser d'être. Et c'est pour que ça ne continue pas que nous, maintenant, là, nous devons crier haut et fort pour dire ça ne peut pas faire développer un pays. Parce que c'est grâce aux paysans, c'est grâce à ces maïs, à son manioc, à son niam, à son niébé, que nous mangeons dans les villes. Voilà. Si on détruit tout, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Des fois même, on peut ne pas manger sans viande. Ou bien, on peut manger sans viande. On peut manger sans viande de bœuf. Vous voyez, donc, vraiment, il faut consolider la paix au niveau de ces différents auteurs, de ces différents acteurs au niveau de la chaîne, pour que vraiment l'agriculture se porte bien. Et les lois que nous avons ne sont pas encore là pour régler le problème. Lorsque les gens passent sur les espaces, ils dégradent l'environnement, ils détruisent la biodiversité. Est-ce que les lois, le code qui est en vigueur aujourd'hui, regarde cet aspect de la biodiversité? Est-ce que nous avons les capacités nécessaires pour accueillir 14, c'est-à-dire que des pasteurs de 14 pays de la CEDEAO? Est-ce que nous avons réfléchi à ça? Non, moi je ne pense pas à ça. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune considération pour la biodiversité. Alors que la biodiversité, c'est le socle de tous les autres écosystèmes. C'est le socle de la vie. On ne peut pas laisser la biodiversité se détruire comme ça pour dire on fait une activité qui ne profite à personne et qui génère l'insécurité à tous les niveaux. Nous ne sommes pas d'accord pour ça. Alors donc, lorsqu'on fait un résumé, la transhumance source de conflit, mais également cela détruit la biodiversité. Et aujourd'hui, face au réchauffement climatique et d'autres problèmes environnementaux qui se posent aujourd'hui, il est nécessaire et urgent aussi de pouvoir trouver des solutions durables. Est-ce qu'on va continuer par pratiquer cette forme d'élevage avec déjà les problèmes environnementaux que nous avons et surtout l'évolution aujourd'hui, la globalisation et la mondialisation et un certain nombre de choses? Est-ce qu'on va continuer par pratiquer cette forme d'élevage? Nous voyons sous d'autres cieux quand même, on n'a pas besoin forcément de faire déplacer les bovins avant d'avoir le rendement. Est-ce qu'il n'est pas question aujourd'hui de réfléchir et de dépasser cette forme traditionnelle d'élevage? Voilà, ce n'est même pas une forme d'élevage encouragée. Si la transhumance avait gardé sa forme traditionnelle, pratiquée par les peuples autochtones et les communautés locales, c'est une valeur culturelle encouragée. Il n'y a pas de problème. On peut réglementer parce que la charge n'est pas énorme. On peut supporter tout, réglementer, et ils ont des chartes. Ils ont des chartes entre elles et qui se respectent très bien. Mais ici, dès qu'on a commencé par faire de la transhumance un business énorme, on ne peut plus faire ce qu'on fait aujourd'hui. Business, ça veut dire on fait un compte d'exploitation. Vous investissez, vous faites des prêts, vous savez ce que vous avez investi, vous faites des prévisions. Est-ce que je gagne? Tout ça là. Ça se passe un peu partout dans le pays. Lorsque vous allez en Europe, vous n'allez voir aucun bœuf se déplacer dans la ville. Seulement en Inde. En Inde, c'est respecté. C'est pas comme c'est une tradition qui a beaucoup évolué. Voilà. Mais lorsqu'on veut en faire un business, c'est dans des enclos, des espaces, et tout est réglementé. Vous allez voir une vache qui donne 42 litres de lait. Et dans son lit, tout ça. C'est une activité professionnelle, bien réglementée, bien suivie. On investit, on évalue ce qu'on investit, on sait si on doit gagner ou pas, on le sait. Donc, je pense qu'on doit venir là. Moi, je pense quand même qu'on ne peut pas continuer à faire cette activité. Parce que ça, ce n'est pas de l'élevage. Parce que c'est une activité qui n'est même pas rentable pour eux. Elle n'est pas évaluée. On ne sait pas ce qu'on a investi, on ne sait pas ce qu'on a mis, et on fait ce qu'on veut. Alors, si on avait mis de l'argent pour dire, ah, voici ceci, j'ai mis pour acheter la nourriture, l'eau, le gardiennage, l'enclos, l'entretien, tout ça, on aurait compris que, ça, on ne peut jamais faire comme ça. C'est une activité à décourager dans sa forme actuelle. On doit la décourager totalement. On doit la décourager totalement. Et on doit savoir que chacun a droit à une propriété. J'insiste dessus. Le code foncier reconnaît qu'un individu peut avoir un droit de propriété sur sa parcelle. Par conséquent, on ne peut pas faire déplacer des troupeaux de milliers de bêtes sur un espace qui n'appartient pas à ces pasteurs-là, ni à leur propriété des animaux. Et on dit, c'est-à-dire
on peut le faire, rien ne va arriver. Vous voyez, rien ne va arriver. Ça ne bâche pas. L'intégration sous-régionale n'a pas dit ça. N'a pas dit de détruire les propriétés des autres et rester impuni et sans compensation. Personne n'a dit ça dans la sous-région. C'est faux. Même la CEDEAO, lorsque la CEDEAO parle des passages des biens et des personnes, c'est réglementé. N'importe quoi ne passe pas. Ça veut dire que vous pouvez faire passer des drogues au niveau des frontières. Non, c'est pas possible. Et ces espaces sont des espaces des États. C'est des espaces des États. Et on ne doit pas faire n'importe quoi. Vous devez passer, votre véhicule doit avoir un certain gabarit, il ne doit pas transporter telle marchandise, ceci. C'est réglementé. De la même manière, on doit revoir tout ça. En tout cas, moi, je vois que dans sa forme actuelle, la transhumance est génératrice de non-paix, d'insécurité. C'est-à-dire qu'elle est génératrice de non-développement. On doit la décourager. Celui qui veut faire une activité rentable, il y a des règles pour le faire. Vous avez celui qui achète les poussins d'un jour, il sait qu'il ne doit même pas rester dans la ville parce que les odeurs que dégage son activité perturbent les autres. La loi cadre sur l'environnement l'a bien dit. Donc, tu as beau avoir ton espace, mais il y a des règles que tu dois observer. De la même manière, ceux qui veulent élever des bœufs de ce gabarit, de ce nombre-là, ils doivent avoir leur espace. Ils doivent avoir de la nourriture, des points d'eau pour leur activité, pour ne pas gêner les autres. Vous voyez, on parle des véhicules. Moi, j'ai vu de temps en temps des privés qui ont commencé par avoir des garages. Bien sûr. Vous voyez, c'est ça. Et l'État régit, regarde tout ça là. Est-ce que le garage répond aux normes édictées par la République? Est-ce que vous respectez le code? Est-ce que ceci? Donc, chaque fois que vous menez une activité lucrative, une activité économique lucrative, vous devez respecter les règles qui régissent ce domaine-là. Je pense que la transhumance, on doit la ramener là. Si vous voulez acheter le fourrage, quelqu'un d'autre produit le fourrage, c'est même une chaîne qui peut créer de nombreux emplois. Si vous voulez avoir du fourrage, il y a des acteurs qui sont producteurs de fourrage. Vous allez acheter chez eux. Vous avez vu Zongo? Allez à Zongo. C'est ça. Vous allez à Zongo. Ou bien là où les gens ont installé les vendeurs de petits ruminants pour la fête de Tabaski. Vous avez vu? Oui. Ils ont de la nourriture qui vient du nord. On attache. Dès que vous achetez l'animal, on vous vend la nourriture. C'est ça. Les gens croient que c'est Dieu qui a de la nourriture. Dieu a de la nourriture comment? Dieu a demandé même aux hommes, allez gérer. On ne gère pas dans le désordre. Nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que dans Genèse 1, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a mis les animaux, tout, pour dire, cela n'a qu'à vous servir. Mais allez gérer. Si on dit allez gérer, organisez-vous pour que ce que Dieu vous a donné ne se transforme pas en autre chose de non gérable pour vous. Construire son activité au détriment de la vie et de l'environnement. Alors, donc aujourd'hui, les gens de réorganiser tout le secteur. Alors, mais comment peut-on parvenir quand même à réorganiser tout ceci et à ramener la paix entre éleveurs et agriculteurs et tout. Et aussi, vous avez souligné tout à l'heure l'aspect corruptible ou corrompu de la situation où parfois, lorsque les dégâts sont créés, les paysans ou les agriculteurs n'arrivent jamais à obtenir gain de cause parce que quand ça suit les canaux de réclamation et autres, ça n'aboutit jamais en faveur de ceux qui sont en cause. Bon, moi je n'ai pas encore vu quelque part où on a réglé ce problème-là et en faveur de l'agriculteur. Je n'ai pas vu ça. Le plus souvent, c'est le pasteur qui gagne. Et il est tranquille. C'est-à-dire que pour vous agresser, il n'a aucun état d'âme. Il le fait. Et après, vous voyez des gens pour venir intervenir. Et il n'y a aucune compensation pour le paysan. C'est ça qui m'étonne. Est-ce que leur loi, le code que les députés ont voté du 3 juillet de 2018, est-ce que le code a parlé du règlement durable de ces phénomènes-là? Moi, je pense qu'il faut voir ça. Il doit y avoir compensation. Il doit y avoir respect de l'autre. Il faut avoir tout ça. Moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit ici. Tant qu'on n'arrive pas à reconnaître le droit de l'autre sur sa propriété, et tant qu'on va, pendant longtemps, qu'on va accepter que les pasteurs viennent brimer le paysan sur son territoire sans rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune punition, il n'y a aucune sanction. Moi, je pense qu'on n'est pas en train de construire une société de paix, mais on construit une société de désordre. Et le développement ne peut jamais survenir dans cette ambiance-là. Je ne pense pas. Donc, il faut revoir les choses. Et ces acteurs qui sont en train
vous voyez, non, ils maintiennent l'activité dans le temps. On fait une loi semblant. On sait que la loi ne doit jamais s'appliquer. On sait aussi que c'est les hommes qui appliquent la loi. On peut aller corrompre toute la chaîne pour dire cette activité va continuer toujours. Vous allez voir. Mais c'est qui ils pour vous? Oui, les ils, là, je vous ai déjà dit. Ceux qui sont tapis dans l'ombre, ils sont dedans. les complices, ceux que les camions, par exemple. Ceux qui en font du business. Oui. Moi, regardez, il y a des préfets dedans. Il y a des maires, il y a des ministres, il y a des cadres, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui font cette activité, mais qui utilisent ces gens-là comme des ouvriers. Vous allez voir, lorsque ces gens-là vont dans les communes et vont payer l'argent, ils vont payer l'argent dans les mairies. Les pasteurs vont payer l'argent dans les mairies pour dire, dès que j'ai payé ça, j'ai droit à tout faire. Et lorsque le maire ou bien le conseil communal prend l'argent là, tout ce qui se passe au niveau de sa communauté ne l'intéresse plus. Les gens peuvent aller se plaindre. Le maire s'en fout. Dans la vallée de l'Ouémé, on a déjà vu ça. Si je mens, invitez les populations, elles vont venir vous dire, celles qui sont victimes de ça, elles vont venir vous dire. C'est qu'on a institué des tasses et dès que saisonnièrement, le pasteur amène son troupeau, il peut aller à tel endroit payer ses droits. Pour lui, c'est le droit de commettre tous les bévues. Il peut tuer, il peut saccager, il peut faire tout. Et sur son passage, lorsque vous revenez voir le maire il vous ignore. C'est comme si on paie de l'argent pour aller faire du mal. Est-ce que c'est ça qu'on a dit au pasteur? Est-ce qu'on a bien expliqué cet argent qu'ils vont verser à la mairie, ce que représente cet argent-là? Est-ce qu'on lui a expliqué ça? Et après dégâts, le maire n'intervient pas. Le maire ne protège pas les populations, les paysans de sa commune pour dire « Ah !» Mais ce n'est pas tous les maires, forcément. Moi, je ne veux pas appeler des noms ici. J'ai des cas dans la vallée de l'Omé. J'ai des cas dans la vallée de l'Omé où des maires sont passés il y a 2 ans. Je ne veux pas appeler de noms. Et le maire a pris beaucoup d'argent, beaucoup de millions chez les pasteurs qui sont passés. Les pasteurs sont allés dégrader les champs, tuer, violer. Lorsque les populations se sont révoltés pour aller voir le maire dit, mais ils ont payé. C'est ce que le maire a dit. Donc le maire a dit, bon, ils ont payé. Pour la commune, cette taxe-là représente quoi? Lorsque le pasteur veut payer l'argent, il faut lui expliquer ce que représente cette taxe-là. Est-ce que c'est un droit pour lui d'aller tuer, d'aller massacrer, d'aller violer le paysan qui a mis en terre ses produits et qui attend des récoltes? Pour nous tous, est-ce que c'est un droit de faire ça? Il faut lui expliquer. Il faut lui dire, tu n'as pas le droit de tuer, de massacrer. Voici ton circuit, le circuit par lequel tu dois passer sur mon territoire. Voici là où tu dois faire abreuver tes animaux. Voici là où les animaux... Parce que l'argent là représente quoi? L'argent là représente... Ça suppose que dans les mairies, ils ont déjà des points de regroupement qui appartiennent, qui sont mis en place par les communes. Et sur ces points, il doit y avoir des lieux de repos pour les animaux, des lieux d'abreuvement pour les animaux, et des lieux d'alimentation pour les animaux. Et tous ces sous doivent servir à ça. Ce n'est pas pour aller tuer. Il faut lui expliquer, il faut lui dire, si tu tues, si tu massacres, si tu commets ce que la loi ne l'admet pas, voici les sanctions qu'ils attendent. Il faut le dire au pasteur. Ça aussi, c'est de la sensibilisation. Ça aussi, c'est de l'éducation. Ça aussi, c'est de la réglementation. Ça aussi, c'est contribuer au développement de notre pays. C'est ce que le maire doit faire. Il ne doit pas encasser seulement l'argent et laisser les pasteurs aller commettre tout ce qu'ils commettent là. Il y a des actes répréhensibles. Nous allons quand même faire un clin d'œil à tous nos amis qui suivent en ligne cette émission à Yoko Folie qui apprécie le plateau et les explications. Nous allons donc citer simplement quelques noms: Daouda Niali, Komi Avosevou, Roger Arnaud, Rosemonde Kachi et Eli Agossou, qui en fait, parmi tant d'autres qui nous suivent en ligne, qui voudraient bien participer à ce débat. Nous allons donc nous veiller à relayer aussi leurs préoccupations dans un instant sur cette émission. Patrice Sabo, voilà donc une activité qui crée beaucoup d'ennuis à la société, qui crée beaucoup d'ennuis à l'environnement. Nous avons des tests qui ne sont pas respectés et tout. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, quel message il faut lancer à l'endroit de ces différents acteurs et pour porter quand même secours à ces paysans qui sont dans les coins reculés, dans les brousses et qui subissent
ces cas de violence. Nous avons eu des témoignages que nous n'allons peut-être pas forcément partager parce que c'est triste d'entendre qu'on viole des femmes enceintes et qui décèdent sur le coup. Ça se passe, hein, ça se passe dans les brousses. Exactement. Nous avons beaucoup d'exemples, mais nous n'allons pas forcément rentrer dans ces débats. Mais l'autre constat également, en entendant que vous nous donnez ce message-là, l'autre constat, mais c'est un problème public, sous-régional. Mais bizarrement, on entend de moins en moins parler de ces cas de transhumance. C'est comme si ça passe sous silence, c'est comme si ça n'intéresse personne. Est-ce que c'est à dessein ou comment on peut l'expliquer en tout cas qu'un problème profond, véritable, division, violence dans la société passe sous silence? Voilà, moi, je participe à beaucoup de réunions qui regardent les activités des communautés locales et des peuples autochtones. Comme je vous l'ai dit, à l'origine, la transhumance est une activité culturelle. Le peuple autochtone ne peut pas rester sans faire cette activité. Ça fait partie de lui-même, de sa vie, de tout son être. Si c'est dans ce registre, il n'y a aucun problème. Vous voyez, vous allez au Niger, vous allez au Burkina, vous allez dans les régions désertiques, c'est l'activité des pasteurs, c'est ça. Mais lorsque des propriétaires privés, des nantis, détournent le but premier, l'objectif premier de cette transhumance à d'autres fins, c'est là où ça devient problème. Je vous ai dit, même au niveau de la pêche, les pêcheurs ont des chartes entre eux pour réglementer la pêche. Je suis sûr qu'au niveau des peuples autochtones et des communautés locales, ils ont aussi des lois endogènes pour réglementer l'activité. Mais le riche est rentré dedans. Le politique est rentré dedans. Et la CEDEAO dont on parle là. Mais, vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Ils vont demander à la FAO, ils vont demander aux grands organismes internationaux de donner l'argent. C'est l'argent là qu'on donne là qui fait qu'on maintient l'activité. Pour tout vous dire, c'est ça. Et les cadres profitent de ça. On dit projet. Et on a des subventions, combat. Une activité subventionnée. On donne beaucoup de milliards. Ils ont des projets pour ça. C'est une manne pour eux. Ce n'est pas une manne pour les peuples autochtones. C'est pas une manne. Et au nom de cela, il faut continuer à laisser mais regardez, si vous fermez cette activité, l'argent qui va venir, il va prendre quelle dénomination. Au nom de quoi? La FAO et beaucoup d'organismes là, ils vont donner l'argent. C'est ça là qu'on sauvegarde. Je vous dis tout aujourd'hui. L'administration publique, avec ses cadres, pour ne pas perdre cette manne, fait des simulacres de loi. C'est clair et net. Parce qu'on sait que de tout ce que je vous ai dit, de tout ce que nous vivons au Bénin, n'allons même pas ailleurs. Parce qu'ailleurs, on ne sait peut-être pas comment ça se gère. Mais ici, c'est on tue l'agriculteur. Ou bien, c'est des affrontements saisonniers entre agriculteurs et pasteurs. On viole ton enfant. L'enfant de l'agriculteur est violé. Ses biens sont détruits. Quel bien vous voyez de cette activité-là? Là, qu'est-ce que ça apporte maintenant à l'activité? Et ceux qui disent projet, ils achètent les 4x4, ils font des missions, ils font tout. Et dès qu'on va supprimer transhumance là, cette manne-là va partir. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait des simulacres de loi pour maintenir l'activité qui ne donne rien. Vous voyez ça? C'est qu'une activité dans laquelle le leveur, le présumé leveur, c'est-à-dire que le pasteur et ceux qui l'envoient en mission, ils n'investissent rien. Ils ne peuvent pas nourrir leurs animaux en sortant l'argent de leur poche. Ils ne peuvent pas faire abreuver leurs animaux en sortant de leur poche. Ils n'ont pas de domaine à eux propres pour faire pâturer les animaux. Et on dit qu'on fait activité. Quelle sorte d'activité ça? Alors que le paysan, lui, sa terre, c'est lui qui l'a acheté. Il a acheté semence, il a mis en terre, il a labouré, il a cultivé, il a désherbé, il a récolté, il a mis au marché. Et le temps d'aller amener au marché, on vient tout détruire, on le tue, on tue ses enfants, on viole sa femme, on viole ses enfants. Est-ce que vous-même, peuple, population, vous êtes d'accord que ça se passe dans un pays où nous avons des lois? Non. La loi dans une république ne s'applique pas à quelques personnes. Ça s'applique à tout le monde. Et la loi, c'est pour amener la paix. C'est pour réglementer le développement dans un pays que nous avons des lois. Non. Moi, je me mets à genoux au président de la République et à tous les cadres de notre pays pour dire que nous avons besoin des hommes pour développer ce pays. Lorsque vous gagnez des milliards de salaires par mois, vous ne pouvez pas manger les billets de ces milliards-là.
vous avez besoin d'acheter des biens et des services qui proviennent de nos petits paysans. Donnez-leur la chance d'être vivants et de mener leur activité en paix. La transhumance est nuisible pour la société. Ne voulons pas cette forme de transhumance ici. C'est un cri de cœur que je vous lance. Et si vous l'acceptez, je suis sûr que la population sera d'accord avec vous. Ça me fait mal que des cadres acceptent que ce phénomène continue alors qu'elle est générateur d'aucun bien, d'aucun bonheur pour la population. Ça, vous le savez. C'est ça mon message. Et je le dis très profondément. Ça ne marche pas. Monsieur Patrice Sagou, merci en tout cas pour votre doléance et surtout votre message. Le chef de l'État, Patrice Talon, qui administre aujourd'hui et qui est premier garant de la politique environnementale, a certainement écouté, a entendu vos cris de cœur que vous portez aujourd'hui à la face du monde à travers cette voix que vous entendez de Patrice Sagou. Ce sont des milliers d'agriculteurs, certainement de paysans, de femmes, d'enfants qui ont subi ou qui subissent dans les milieux reculés la violence, les conflits liés à la transhumance au Bénin. Il est question aujourd'hui de réorganiser, vous l'avez dit, l'activité, même si nous voulons conserver sa valeur traditionnelle pour les générations futures, pouvoir vendre. Il faut simplement savoir l'appliquer, délimiter proprement les espaces nécessaires et protéger les intérêts des agriculteurs, des paysans, et également aussi des éleveurs pour que l'intégration, préserver la biodiversité également. Tout détruit, voilà. On n'aura plus rien du tout. Merci, il y a la compensation. Lorsque vous détruisez, la loi du pollueur-payeur aussi passe par là. Merci bien, M. Sagou. Merci beaucoup à vous, M. Sagou. La transhumance au Bénin, conflits et problèmes environnementaux. C'était donc l'instant décryptage sur Matin. Merci à tous ceux qui sont restés en ligne, sur la toile et qui ont suivi cette émission et qui ont apporté, qu'on le veuille ou pas, leur contribution également à ce débat. Tous ceux qui nous ont reçus à travers le poste téléviseur ou leurs écrans et également le poste récepteur, la 102.3 Eden Télévision, nous serons toujours au rendez-vous pour vous apporter les informations nécessaires et amener sur ces plateaux les questions les plus tabous peut-être ou à polémique pour essayer de comprendre un peu l'évolution, l'actualité politique, la société, ce qui se passe au plan environnemental et bien d'autres.